Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission littéraire. Ce mois-ci, nous vous proposons une petite nouveauté que vous découvrirez désormais à chaque fin d'émission. Laurane, de la librairie Dialogue, vous présentera tous les mois une sélection de quelques ouvrages. Et ce mois-ci, elle a décidé de nous parler bande dessinée. Mais avant cela, place à nos rencontres d'auteurs. Et on commence tout de suite en compagnie de l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, qui après des études de sociologie et d'économie, devient journaliste et sillonne le monde pour couvrir de nombreux événements. En 1976, malheureusement, la guerre civile le contraint à quitter le Liban et il vient alors s'installer en France. Il reprend son activité de journaliste, mais pour quelques années seulement, avant de décider d'arrêter pour se consacrer pleinement à la littérature. Aujourd'hui, il est l'auteur de 14 livres, principalement des romans et des essais. Et en 2010, il a reçu le prix Prince des Asturies pour l'ensemble de son œuvre. En juin 2011, il a également été élu à l'Académie française pour succéder à Claude Lévi-Strauss. Aujourd'hui, Amin Maalouf est venu nous présenter son dernier roman, Les Désorientés, un roman avec lequel il aborde pour la première fois l'époque contemporaine. Amin Maalouf, bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Désorientés, un livre paru aux éditions Grasset en août dernier. Alors dans ce roman, tout commence par un coup de téléphone, celui de Mourad et Tania à Adam. Adam, votre personnage principal qui est exilé à Paris depuis un quart de siècle. Mourad est mourant et va prier Adam de se rendre à son chevet. Adam va alors retourner dans son pays natal et y passer 16 jours. Alors le titre, Les Désorientés, un très beau titre. Quelle signification est-ce que vous lui donnez ? Peut-être qu'il y en a plusieurs. C'est un très beau mot de la langue française, parce qu'il signifie, bien entendu, égaré. Et en même temps, il y a cette idée de l'Orient que l'on a perdu. C'est un mot qui se justifiait, vu que les personnages dont je parle ont perdu un certain Orient. Ils ont connu un Orient, je dis quelquefois un Levant, où il y avait une forme de civilisation, une certaine qualité de vivre ensemble qui n'existait pas ailleurs. Et ce moment de l'histoire de l'Orient a été un peu perdu. L'exil d'Adam est d'autant plus difficile qu'il est parti en temps de guerre civile, contraint d'abandonner son pays. Est-ce que c'est un exil coupable ? On peut se poser la question de la culpabilité. Surtout, la question s'est posée dans mon esprit quand il y a eu des moments très difficiles, des bombardements, des périodes extrêmement sombres, que j'appelais des gens de ma famille ou des amis pour leur demander de leurs nouvelles. Et j'avais effectivement une sorte de culpabilité du survivant. Il est tout à fait légitime de partir, de s'installer ailleurs, de faire sa vie ailleurs. Et donc, je pense que la culpabilité que l'on ressent devrait être surmontée. Le roman débute sur une phrase magnifique d'Adam qui dit « Je porte dans mon prénom l'humanité naissante, mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint ». Est-ce que cette phrase porte en elle le propos principal du livre ? Je pense que l'un des éléments principaux du livre, et probablement la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est ce sentiment d'être à la fin de quelque chose, d'avoir connu une civilisation et d'assister, impuissant, à l'extinction de cette civilisation. Et Adam, le choix de son nom vient probablement de ce sentiment. À un moment dans le livre, Adam, qui est professeur d'histoire, spécialiste de Rome, dit que le dernier empereur romain s'appelait Romulus, comme le fondateur de la ville, que le dernier empereur de Constantinople s'appelait Constantin, comme le fondateur de la ville, et que lui-même, il s'appelait Adam, et il laissait entendre qu'il avait le sentiment d'être, sinon le dernier homme, mais en tout cas le dernier d'une lignée. Et c'est un sentiment qui est présent chez moi. C'est peut-être vrai de tous les hommes, mais moi je le sens fortement. Il y a un monde qui mourra avec moi. Alors justement, tous les amis qu'Adam va tenter de réunir, ils partageaient l'espoir et le rêve d'un monde meilleur, un monde rêvé qui semble avoir disparu. Est-ce cette disparition de l'avenir qui les a séparés ? Et est-ce que, selon vous, cet avenir peut réapparaître ? Je pense qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Je pense qu'il faut toujours se dire que aussi difficile que soit la situation, il y a toujours une issue, que même quand on ne voit pas
le bout du tunnel, il faut penser que le tunnel a un bout, qu'il y a une lumière au bout et qu'un jour on la verra. Je suis un observateur très inquiet, je dirais. En même temps, je ne perds pas espoir. Je crois que la vie finit par triompher. Place maintenant à notre rencontre avec Philippe Le Guillou. Philippe Le Guillou, doit-on encore le présenter? Nous l'avons déjà reçu plusieurs fois dans cette émission. Né au Fou, il a grandi à Morlaix et a été professeur de lettres à Brest et à Rennes, avant de devenir inspecteur régional pédagogique, puis en 2002, inspecteur général de l'éducation nationale. Parallèlement à son activité professionnelle, il a écrit une vingtaine de romans dans lesquels les paysages de son enfance sont très présents. Citons par exemple L'inventaire du vitrail, qui se déroule à Morlaix, ou encore Le passage de l'Aulne ou Les marais du Fou. Aujourd'hui, Philippe Le Guillou est venu nous présenter son dernier livre, Guénolé ou le silence de l'Aulne. Il s'agit d'un livre sur le récit de saint Guénolé, le fondateur de l'abbaye de Landévennec, et c'est le premier livre d'une série de récits sur la vie des saints et des saintes. Bonjour Philippe Le Guillou. Bonjour. Vous publiez Guénolé ou le silence de l'Aulne aux éditions Dialogue. Guénolé ou le silence de l'Aulne est le récit de saint Guénolé. Ce n'est ni un roman, ni une biographie. Lorsque vous avez débuté l'écriture de ce livre, aviez-vous une idée en tête quant à la forme qu'il prendrait ? Oui, parce que je voulais raconter une vie, la vie d'un saint, donc je m'inscrivais un petit peu dans une tradition qui est celle de la légende dorée, où finalement, à partir d'assez peu de choses, en règle générale, on brode, on invente, mais en même temps on essaie de rester fidèle à une certaine vérité historique. Donc on prend un personnage ayant réellement existé, une grande figure de l'histoire chrétienne de la Bretagne, et d'une certaine façon aussi, on essaie de faire que cette figure parle encore à des lecteurs, à des contemporains, et que ce ne soit pas simplement une curiosité historique ou archéologique. Je voulais commencer par le commencement, par mon commencement, par mon origine, par les paysages de mon Finistère, par Landévennec, abbaye toute proche de mon village natal du Fou, la présence en même temps de ce paysage assez vide, vaste, à la fois rocheux et boisé, tout de replis, tout de méandres. Je crois que la configuration même du lieu, l'organisation même du lieu était de nature évidemment à me fasciner. Et en même temps, ce calme, ce silence, ces eaux qui très souvent sont lisses comme un miroir, et ces personnages qui méditent, qui rêvent, qui contemplent, qui admirent, qui sont en relation avec la transcendance, tout cela, tout ce matériau paysager et poétique me semble aujourd'hui encore d'une extraordinaire richesse. Au moment de votre écriture, comment s'est organisé ce va-et-vient entre faits réels et invention, fiction ? Vous savez, comme je fais toujours, j'ai lu un certain nombre de choses dans un premier temps. J'ai dû laisser tout ça un peu reposer, comme une sorte de sédimentation nécessaire. Et après, je me suis mis à raconter. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à raconter. D'ailleurs, finalement, alors que, comme beaucoup d'ailleurs de mes contemporains, j'ai aujourd'hui cédé aux facilités de l'informatique, ce livre-là, je l'ai écrit, presque comme un moine copiste. Je l'ai calligraphié, j'avais un carnet, et j'ai écrit vraiment cette vie de Guénolé. Donc j'ai en même temps respecté, comme on le fait d'ailleurs toujours dans une vie de saint ou dans une vie d'homme, une certaine chronologie. Même si évidemment je ne fais pas œuvre ni d'archiviste ni d'historien, je n'ai pas encombré le récit de date, c'est pour quelques jalons, mais non. Je voulais quand même que la vie de ce saint se déroule dans tous ses aspects, jusqu'à son passage dans la lumière et dans l'éternité. Donc on le sut, et c'était véritablement comme on ferait finalement en écoutant un conteur, un passeur, qui raconte une histoire, une belle histoire, une histoire à la fois légendaire et fascinante. La statue de saint Guénolé, dont s'inspire la couverture de ce livre, se trouve aujourd'hui dans l'abbaye de Landévennec. Que représente ce lieu pour vous ? C'est un lieu qui m'a, comme toutes les abbayes, si vous voulez, c'est toujours un lieu qui m'a fasciné. Pour une raison très simple, c'est que d'ailleurs, qu'on se promène d'ailleurs en Europe, dans le monde celtique, en Irlande, en Écosse, etc., ce que l'on observe en règle générale, c'est que les moines se sont toujours installés dans des lieux extraordinaires. C'est un lieu qui m'a toujours fasciné, si vous voulez, de l'enfance, de l'extérieur, quand je le voyais, de cette route qui longe la rivière du Fou et qui va du Fou au pont de Térénès, quand on l'aperçoit telle qu'elle est depuis les années 50, dans cette masse de pierre ocre, comme ça, très belle, perchée. C'est un lieu dans lequel je reviens toujours avec
pas un plaisir, c'est de l'ordre d'une nécessité, et en même temps je suis toujours gagné par, je dirais, la même puissance, la même ferveur, le même mystère, qui est un mystère véritablement breton, me semble-t-il, qui est à la fois lié de toute évidence à la religion, à la contemplation, à la présence de religieux dans cet endroit, mais qui est aussi le mystère, le génie de ce lieu si particulier, et qui, de toute évidence, avait saisi, avait frappé Guénolé, ses premiers compagnons, lorsque de Tibidi, il s'avance vers Londévennec, dans les replis de l'Aulne, dans ce lieu tout à fait extraordinaire. Voilà pour les rencontres d'auteurs, et maintenant place à Laurane qui nous présente les ouvrages des lauréats du Festival de bande dessinée d'Angoulême. Bonjour à tous, bienvenue dans la première chronique des dialogues littéraires en direct de l'Arena à Brest. Aujourd'hui, plein phare sur le palmarès du Festival d'Angoulême, rendez-vous obligé des passionnés de BD. Dans cette sélection, 3 albums primés. Ahama de Frédéric Peters qui a reçu le prix de la critique, Quai d'Orsay de Laure 5 et Blin qui a reçu le Fauve d'Or, et le dernier, Tu mourras moins bête de Marion Montaigne qui a eu le prix du public. Le sous-titre de cet album c'est Tu mourras moins bête mais tu mourras quand même. Le ton est donné pour cette BD à la fois drôle et instructive. Son concept, au travers de son personnage, le professeur Moustache, Marion Montaigne répond à toutes nos questions, des plus sérieuses aux plus saugrenues. Son objectif est de vulgariser la science, de la rendre accessible à tous, et cela non sans humour. Le premier tome met à l'honneur le cinéma et ses petits arrangements avec la vérité. Aussi, si vous sautez du Golden Gate de 60 mètres de hauteur, vous n'avez que 2% de chance de survie. Le second tome met en scène le corps humain et la santé et répond enfin à cette question passionnante: pourquoi s'endort-on si facilement après un orgasme? En somme, une recette réussie qui combine du rire, du savoir et des dessins amusants. La seconde bande dessinée, c'est Quai d'Orsay, de Lansac et Blin, qui a donc reçu le Fauve d'Or, c'est-à-dire le César du meilleur album. C'est une BD palpitante sur les relations diplomatiques. Déjà 500 000 albums de vendus pour les 2 tomes de cette série, une success story qui va d'ailleurs s'exporter au cinéma. La remise du Fauve d'Or a été l'occasion pour Lansac de révéler sa véritable identité. Surprise, il est en réalité Antonin Baudry, il fut d'ailleurs l'un des conseillers de Dominique de Villepin. Autant dire que les informations proviennent ici d'un averti. Au cœur de l'histoire, Arthur Vlamingh, un jeune homme fraîchement embauché pour écrire les discours du ministre des Affaires étrangères. C'est la crise du Lousdem, un pays imaginaire qui détiendrait des armes de destruction massive. Les États-Unis veulent lui déclarer la guerre et convoquent alors les Nations Unies. Seulement, la France s'y oppose et c'est le moment pour le ministre de prononcer un discours historique. Angoisse et coups fourrés, stress et recherche du pouvoir, bienvenue dans les coulisses d'un monde dont on ignore tout, mais que l'on découvre avec curiosité. La troisième bande dessinée se nomme Ahama de Frédéric Peters. Elle a donc eu le prix de la série. On compare aujourd'hui Frédéric Peters à Moebius, un compliment qui en ferait rougir plus d'un. Voici l'histoire de Verloc Mime, un homme à la vie décousue, en marge d'une société où règne la technologie. Il rencontre au hasard d'une ruelle sombre son frère, qui lui propose de l'accompagner en mission sur une planète presque inhabitée du nom de Onaji. Et leur mission est alors de retrouver une substance nommée Ahama. Dans cette fresque, des questionnements surgissent. Et en effet, en science-fiction, on n'est jamais loin des interrogations philosophiques. Qu'est-ce que l'humanité? Jusqu'où peut-on aller avec le vivant? Déjà 2 tomes sont parus de cette série et beaucoup crient au chef-d'œuvre. À lire d'urgence donc. Voici pour la sélection de ce mois-ci. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles trouvailles. Voilà, Dialogue littéraire, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain et on se quitte avec une autre petite nouveauté, l'agenda non exhaustif des prochaines rencontres d'auteurs qui auront lieu à la librairie Dialogue de Brest. Kenavo!